Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans On se dit tout. Alors comme chaque fin de semaine, on se retrouve vraiment entre nous avec ce qui nous concerne directement et ça passe également par notre santé. Alors aujourd'hui, on s'attaque, selon les mots de l'OMS, à un tueur silencieux responsable d'une crise de santé mondiale, l'hypertension artérielle. Mes invités sont le professeur Ahmed Bennis, professeur de cardiologie. Bonjour professeur. Bonjour. Docteur Jamal Tawfiq, biochimiste, nutritionniste et coach sportif. Bonjour docteur. Bonjour. Et docteur Karim Ouali, médecin nutritionniste et naturopathe. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ici sur le plateau d'On se dit tout. L'idée bien sûr c'est de parler de l'hypertension artérielle, faire un maximum de sensibilisation parce que c'est un tueur silencieux justement. Mais l'idée aussi n'est pas de faire peur aux téléspectateurs, pas du tout. On est là justement pour faire de la prévention. C'est la meilleure manière d'étouffer cette pandémie. Voilà, professeur Ahmed Bennis, pour commencer, l'hypertension artérielle, qu'est-ce que c'est exactement? À l'origine, on parle de tension. Ensuite, qu'est-ce qui se passe dans nos tuyaux? Alors, la pression artérielle, c'est la pression force qu'exerce le cœur sur la paroi des vaisseaux. Le cœur, c'est une pompe, c'est un muscle qui se relâche et qui se contracte pour envoyer le sang dans la circulation. Dans cette circulation, il y a des tuyaux, il y a les gros tuyaux, l'aorte, et les petits tuyaux, les artères. Et dans ces tuyaux, il y a des fibres élastiques pour les grosses artères et les muscles pour les petites artères. Donc le cœur doit faire un effort pour éjecter, pour envoyer le sang dans cette circulation. C'est un effort naturel normal. C'est un effort naturel normal puisque le cœur bat chaque minute, 70 battements par minute, envoie 5 litres par minute de sang dans l'aorte, donc il y a un travail continu. Alors l'hypertension artérielle, c'est un processus de vieillissement artériel. C'est-à-dire que ces artères qui normalement doivent faciliter le travail du cœur pour pouvoir amener le sang du cœur vers la circulation, vers les tissus, ces artères vont un peu vieillir, ils vont perdre leur souplesse, ils vont opposer plus de résistance parce qu'ils sont moins souples, ils sont plus rigides et par conséquent le cœur va développer plus d'efforts pour pouvoir éjecter ce sang dans l'aorte et dans la circulation. Mais justement, quand vous parlez de vieillissement, le vieillissement est naturel, c'est le processus normal de la vie. C'est-à-dire nos artères à 20 ans ne sont pas nos artères à 30, ni à 40, ni à 50, ni à 60, ni à plus. Alors, est-ce que forcément on va faire de l'hypertension artérielle? Excellent. Alors, à ce moment-là, il y a plusieurs facteurs qui participent à un vieillissement rapide. Par exemple, si quelqu'un fume, a du diabète, a une hérédité, a du cholestérol, sédentaire, obèse, tous ces facteurs vont exposer à un vieillissement plus rapide des artères. Donc les artères vont être plus rigides, vont offrir plus de résistance et ainsi le cœur va se fatiguer plus rapidement. Donc nous ne sommes pas égaux face à l'hypertension artérielle. Il y a le tiers de la population qui va développer de l'hypertension parce que ce sont des personnes qui ont des facteurs qui vont exposer à l'hypertension et les 2 tiers seront indemnes. Donc aujourd'hui, on estime que le tiers, 30% à peu près de la population, va faire de l'hypertension, ce qui va les exposer à un certain nombre de complications parce qu'ils ont des facteurs, il y a 2 types de facteurs, il y a des facteurs modifiables sur lesquels on peut agir, comme le tabac, le mode de vie, l'alimentation, la sédentarité. Il y a des facteurs sur lesquels on ne peut pas agir, comme l'hérédité. On va en parler justement. Alors, docteur Jamal Tawfiq, vous êtes nutritionniste, biochimiste et coach sportif. On a fait appel à vous aujourd'hui pour ce volet-là, pour le sport en particulier. Docteur Karim Ouali, vous êtes nutritionniste. On a fait appel à vous pour le volet nutrition en particulier. On va revenir justement au sport et aux artères. En quoi le sport est-il important pour la jeunesse de nos artères? Écoutez, heureusement que le sport est là, tout simplement pourquoi? Parce qu'il est là pour aider le tonus de tout le corps. Et du moment que les artères font partie de ce corps, il va jouer le rôle de tonus de cette force au niveau des artères. Sachez qu'une artère, une artère, elle a une fibre musculaire, c'est-à-dire au niveau de la paroi externe, il y a une fibre musculaire. Une fibre musculaire, ça se multiplie et ça se tonifie. Le sport est là pour ça. Donc en fait, si j'ai bien compris, on peut muscler nos artères? On peut les travailler du moment que c'est une fibre musculaire. C'est vrai que c'est une fibre musculaire qui est lisse, mais on peut le travailler avec un certain nombre de travail, de systèmes d'entraînement, notamment cardiovasculaire, mais aussi de renforcement musculaire. On va revenir sur ce point en particulier, puisqu'on fait de la prévention, donc de la sensibilisation. Quel sport pour muscler nos artères? On va en parler.
Et la nutrition, en quoi la nutrition aide nos artères, docteur Ouali, à rester jeunes ou au contraire à vieillir plus rapidement? La nutrition fait partie des facteurs de risque cardiovasculaires qui peuvent entraîner l'hypertension artérielle. Une malbouffe, une mauvaise hygiène de vie donne une obésité, donne de l'athérosclérose. Et puis, parmi les facteurs de risque, c'est la non-consommation de fruits et de légumes. Les fibres alimentaires sont essentielles. Puis il y a un poison caché que nous, les Marocains, on a vraiment la main très dessus, c'est le sel. C'est le sel, voilà, oui. donc théoriquement on dit qu'on doit avoir 1 pour 5, c'est-à-dire 1 pour le sodium et 5 pour le potassium. Et donc dans notre alimentation, qui devient de plus en plus salée, il y a de plus en plus de mets préparés. D'ailleurs, dans notre Darija, quand on parle d'hypertension artérielle, on parle de melha. Oui, effectivement. Jatul melha. Ça veut dire il fait de l'hypertension artérielle. En comparaison, un jascar, c'est le sucre. Le diabète, donc là, intérieurement, on répète les 3 poisons, hein, la farine, le sel et le sucre. Le sel, il a son rôle à jouer. Puis, on verra durant l'émission que c'est bien de préciser quel genre de sel il faut enlever, parce qu'il ne faut pas tout enlever. Et puis, l'impact du régime salé, l'impact du régime alimentaire est primordial pour les premiers cas d'hypertension. C'est-à-dire qu'on peut arriver, grâce au sport, grâce au conseil du cardiologue et grâce à une bonne hygiène de vie, à réguler les premiers cas de tension sans arriver au traitement, hein, les règles hygiéno-diététiques, sans arriver au traitement au départ. Je parle bien entendu au départ. Mais alors pourquoi on dit que c'est la première maladie chronique dans le monde? Absolument. Alors vous savez que aujourd'hui la première cause de mortalité dans le monde, ce sont les maladies cardiovasculaires. Alors aujourd'hui, c'est un peu cancer et maladies cardiovasculaires. Dans le monde occidental, c'est essentiellement les maladies cardiovasculaires. Parce qu'il y a deux... Dans notre région à nous? Dans notre région, c'est essentiellement les maladies cardiovasculaires. Également. Alors, pourquoi? Parce qu'il y a une épidémie d'obésité, parce qu'il y a une épidémie de malbouffe, de problèmes d'hygiène de vie. Et deuxièmement, il y a l'épidémie du diabète, qui est conséquent en général au surpoids, à la sédentarité et bien sûr à la résistance à l'insuline. Le tabac qui fait aussi des ravages. Donc si on prend les 3 facteurs essentiels, à savoir le diabète, le tabac et l'hypertension, ils constituent les 3 facteurs majeurs avec le cholestérol qui vont entraîner, bien sûr, que nos artères vont se boucher. Quand ces artères vont se boucher, ils vont thromboser et ça va donner des maladies cardiovasculaires graves. Absolument. Voilà. Et aujourd'hui, on peut estimer que 30% de la mortalité globale est en général due à ces maladies cardiovasculaires. Alors, une bonne tension artérielle, c'est quoi? Quand on mesure sa tension artérielle, on a 2 chiffres. On a le chiffre supérieur et on a le chiffre inférieur. Une bonne tension artérielle, elle tourne autour de combien, professeur Benis? Alors, la pression artérielle systolique haute, c'est lorsque le cœur travaille, lorsque le ventricule éjecte le sang. Généralement, la pression artérielle ne doit pas dépasser 140 mm de mercure au maximum. Nous, ce qu'on comprend, c'est 12, 13, 14. Alors, c'est quoi le bon chiffre? Alors, le bon chiffre, il faut le mesurer en millimètres de mercure. Pourquoi en millimètres de mercure? Parce que les études montrent que chaque millimètre de mercure compte. Chaque millimètre... Mais ça, c'est un peu compliqué pour nous. Mais on peut donner, par exemple, 14,9, moins de 14,9. C'est une bonne moyenne, 14,9? Moins de 14,9. Moins de 14,9. Mais scientifiquement, ce qu'on estime aujourd'hui, c'est en millimètres de mercure, parce que vous savez que chaque montée de 10 mm de mercure augmente pratiquement le risque cardiovasculaire de 2 fois. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on mesure une pression et une contre-pression. C'est-à-dire que quand le cœur éjecte le sang dans l'aorte, on mesure la contre-pression, c'est-à-dire la pression haute, la pression que le cœur va exercer sur la paroi du vaisseau. Lorsque le cœur travaille, c'est la pression haute. Lorsque le cœur est au repos, c'est la pression basse. Et on exprime ça en millimètres de mercure. Alors, généralement, les études disent que la pression normale est de 130-80 mm de mercure. Quand on prend quelqu'un en bonne santé, c'est 130-80. Quelqu'un qui a une pression optimale, la meilleure... 130-80, ça veut dire 13,8? 13,8. Voilà, c'est plus simple pour nous. Optimale, la meilleure, c'est 12/8. Ça, c'est le top. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui est en excellente santé. À partir de 14/9, ou 140/90 mm de mercure, c'est à partir de ce moment-là qu'on parle d'hypertension artérielle. Mais attention, une seule mesure ne suffit pas de parler d'hypertension artérielle. Il faut mesurer la pression plusieurs fois. C'est-à-dire pourquoi? Parce que généralement, quand on prend sa tension artérielle, on a peur. C'est la peur du médecin, par exemple. C'est l'effet blouse blanche. Donc c'est pour ça qu'il faut
prendre la tension plusieurs fois. Par Mais exemple, nos blouses blanches sont très sympathiques ici. oui, bon. Juste, permettez-moi, professeur Benis. Docteur Jamal Sofer, justement, avant une activité physique, avant de coacher vos patients, est-ce que vous prenez la tension artérielle? Est-ce que pour vous, c'est important? C'est important, voire même c'est obligatoire. Alors, il faut impérativement, avant la prise en charge sportive, surtout one-to-one par exemple, et ça peut être en fait généralisé sur pratiquement tous les clubs de sport, parce que finalement, l'individu, il est là, il est fragile, il peut cacher quelque chose qu'on n'arrive pas à voir, donc il faut impérativement passer par une panoplie en fait de tests. Le premier test, justement, c'est la tension artérielle, la pression artérielle. Effectivement, à partir de 14 et en allant plus haut, il faut impérativement un conseil médical, une visite médicale. Et donc, on ne peut pas le prendre en charge, sachant que la prise doit être au niveau du cabinet du coach sportif, une fois, deux fois, trois fois, parce qu'effectivement, il y a cette peur, quand on te prend le bras et on commence à te mettre un petit truc quelque part, automatiquement, il y a une hausse des pulsations cardiaques, il y a une hausse de la tension artérielle. Ça, c'est un. Deux, il y a un test très important, c'est au niveau de la résistance cardiovasculaire et au niveau de la récupération cardiovasculaire. Pourquoi? Vous savez, quand vous montez les escaliers, par exemple, il faut impérativement que le corps s'adapte. Pour qu'il puisse s'adapter, le cœur, il fait une petite pression pour augmenter les taux c'est-à-dire votre fréquence cardiaque aimante. Absolument. Ça détermine l'intensité du travail. Aujourd'hui, on ne peut pas prendre quelqu'un en charge sans pouvoir savoir sa limite. Absolument. Ça, on va venir sur tout ça en deuxième partie d'émission. Mais sinon, même en coaching sportif, il doit y avoir un certain nombre de tests pour qu'on puisse mettre la personne sur la bonne voie. Docteur Wali? Pour clore ce sujet, il y a des règles simples à dire aux patients avant qu'on vienne. C'est-à-dire qu'avant de prendre une tension, il faut s'assurer qu'il était au repos au moins pendant un quart d'heure. Et puis, on cherche toujours à prendre la tension 3 fois, mais dans 2 consultations différentes. Quand vous dites repos pendant un quart d'heure, on prend un exemple. On a beaucoup de personnes qui, par exemple, entrent en pharmacie, en officine, pour prendre leur tension artérielle, pour vérifier leur tension artérielle. Sauf que ces personnes ont fait un effort physique, absolument, pour arriver. Donc, oui, il faut lui demander de s'asseoir pendant au moins un quart d'heure avant de prendre la tension. Et puis, il faut lui poser des petites questions toutes simples. Est-ce qu'il n'a pas pris d'excitant avant? Parce que s'il a pris du thé ou du café avant sa prise de tension, eh ben, la prise de tension, elle est faussée, ça marche pas. Donc, il faudrait qu'il n'ait pas pris d'excitant, qu'il soit reposé pendant un quart d'heure et puis 3 prises de tension dans 2 consultations différentes. Puis, bien entendu, quand on parle de chiffres, il y a les chiffres officiels et puis il y a la tension artérielle optimale. C'est-à-dire que plus notre tension est basse, plus nos facteurs de risque cardiovasculaire est bas, ceux qui vont vivre le plus, c'est ceux qui sont maigres, qui n'ont pas de tour de ventre, qui ne fument pas, qui ne boivent pas et qui ont une petite tension artérielle. Petite tension, elle peut être aussi génétique, héréditaire. Absolument. Alors, pour juste compléter ce qu'a dit le Dr Wali, je suis tout à fait d'accord, la règle de 3, c'est simple. 3 fois le matin, 3 fois le soir, pendant 3 jours successifs, c'est facile, 3 fois le matin, 3 fois le soir, pendant 3 successifs, et on fait la moyenne, et on a une idée sur la pression artérielle moyenne. Donc 3 fois le matin, 3 fois le soir. Alors si on a bien compris, 3 fois le matin, de préférence à jeun. Peu importe, l'essentiel c'est parce que Dr Wali a parlé de produits excitants, notamment thé, café. Il a bien parlé des conditions de mesure de la pression artérielle. Il faut que la personne soit au repos, sans avoir bu du café, sans avoir pris un excitant, sans avoir fumé, au repos, bien détendu. On prend la tension par exemple à 9h, puis par la suite à 9h05, puis à 9h10. Voilà 3 prises. Et le soir, on la prend par exemple à 20h, 20h05 et 20h10. Et on a une moyenne en ayant été au repos. Et il vaut mieux la prendre, bien sûr, au bras, parce que ça donne une meilleure idée que sur le poignet. Voilà, c'est plus reproductible de la vraie pression artérielle. Alors on parle de... Oui, pardon. Il y a des il y a certains produits, des fois, qui faussent les mesures. Moi, je remarque très souvent ça, par exemple, les vieilles personnes qui ont des problèmes d'arthrose, etc., qui vont souvent prendre des anti-inflammatoires sans le signaler. Vous savez, j'ai des petites douleurs, les anti-inflammatoires, la réglisse, la contraception orale, les vasoconstricteurs nasaux ou bien le stress. Tout ça sont des facteurs qui sont susceptibles d'élever de quelques millimètres de mercure la tension artérielle, puis de fausser le diagnostic. Alors, pour parler par exemple de contraception orale, c'est une méthode généralisée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une femme qui fait de l'hypertension artérielle ne doit pas prendre de contraceptifs oraux? Alors, chez les femmes en pleine activité génitale, un certain nombre de femmes prennent de la contraception orale.
Alors, il y a certains contraceptifs qui peuvent provoquer de l'hypertension artérielle. Et surtout l'association tabac et pilule qui peut être extrêmement dangereuse. Parce qu'il y a certaines personnes, femmes, qui ne sont pas au courant, mais le fait de fumer et de prendre la pilule en même temps multiplie le risque cardiovasculaire, de l'hypertension artérielle, d'accident cardiaque, d'embolie pulmonaire, d'infarctus. Ça le multiplie de façon dramatique. Et donc c'est un vrai message. Mesdames, ne fumez pas, et ne prenez pas en même temps la pilule. Et toujours, il faut aller vers votre médecin traitant pour vous conseiller la meilleure pilule. En général, on conseille pour les personnes, les femmes à risque cardiovasculaire, des pilules mini-dosées, des microprogestatifs mini-dosées, qui ont le moins d'effets cardiovasculaires. Alors on parle d'hypertension comme tueur silencieux. Pourquoi? Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de symptômes? Est-ce qu'il y a 0 symptôme à l'hypertension artérielle, Dr Ouali? Il y a des prodromes, il y a des petits signes, hein, les maux de tête, les vertiges. La plupart des patients qui viennent consulter la première fois, on les reçoit pour ces fameux tintements. On va le dire en arabe, hein, c'est les oreilles qui sifflent. Oui. Donc généralement, c'est ça les petits symptômes, un essoufflement. Mais ce petit symptôme, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la maladie est déjà bien installée? Bien installée. Ou bien c'est un petit symptôme qui accompagne le début de la maladie? Bien installé, puis les artères se durcissent et les complications ont déjà commencé à apparaître. Vous savez, les complications de l'hypertension artérielle, c'est les organes nobles, hein, c'est le cœur. Ça peut commencer par une hypertrophie du ventricule jusqu'à une insuffisance cardiaque et même de l'athérosclérose dans l'artère coronaire qui va donner des angines de poitrine et de l'infarctus du myocarde. C'est les reins, les angioscléroses du rein, c'est la rétine, c'est les yeux et puis surtout c'est les artères du cerveau qui peuvent donner par la suite des AVC et puis les artérites. En fait, c'est les grosses complications d'une hypertension artérielle et puis qui ont déjà commencé parce que généralement c'est un tueur silencieux. On le sent pas venir. Absolument. Et on se rend compte quand les complications s'installent. Alors, docteur Jamal Sofer, est-ce qu'il arrive justement qu'à travers l'activité sportive que vous pratiquez avec vos patients, que des cas d'hypertension artérielle apparaissent? C'est-à-dire que c'est l'effort qui a démontré ou qui est venu montrer qu'il y avait une hypertension cachée? Alors automatiquement, il faut savoir une chose, c'est que juste après l'effort ou pendant l'effort, automatiquement la pression artérielle, elle monte. Chose qui est tout à fait normale d'ailleurs, parce que comme j'ai dit tout à l'heure, le cœur a besoin de pomper plus et donc il fait plus d'efforts. Alors maintenant, nous, par contre, ce que je voudrais dire un petit peu, ou revenir un peu à ce qui a été dit, par rapport à l'essoufflement. Ce qu'on entend surtout, et on le lit directement à une forte pression artérielle, c'est l'essoufflement. Ce mot, il revient surtout, parce qu'avant de faire ce coaching-là, il faut impérativement passer par un petit questionnaire qui peut durer entre 15 et 20 minutes. Et quand on entend ce mot d'essoufflement, et on passe à la mesure de la pression artérielle, automatiquement, dans la majorité des cas, on trouve qu'effectivement, il y a cette hausse de tension artérielle qui peut dépasser dans certains cas les 14. Professeur Ahmed Benni, justement, est-ce qu'on peut revenir avec vous sur les éventuels symptômes, puisqu'on parle véritablement de tueurs silencieux, de maladies silencieuses? Est-ce qu'on ne peut vraiment pas prédétecter la maladie? Alors, l'hypertension artérielle, c'est la vraie maladie silencieuse. C'est le vrai tueur silencieux. Et c'est ça la gravité, parce qu'on ne se rend pas compte qu'on est hypertendu, et par conséquent, ça peut évoluer longtemps, et en évoluant de façon insidieuse, ça va tuer progressivement cœur, cerveau, reins et artères. Donc le meilleur moyen de dépister l'hypertension artérielle, c'est d'aller faire un examen systématique, c'est de prendre sa tension artérielle de façon systématique. À partir de quel âge? À partir de 30 ans, il faut prendre sa tension artérielle au moins une fois par an. Et à partir de 40 ans, une fois tous les 6 mois. Alors, il y a des petits symptômes parfois qui attirent l'attention, des maux de tête, des bourdonnements d'oreilles, des palpitations, un essoufflement, des douleurs à la poitrine, des épistaxis. Mais en général, l'hypertension est une vraie maladie silencieuse. Et elle est silencieuse d'autant plus qu'elle s'accompagne d'un certain nombre de facteurs, comme le surpoids, comme le diabète, comme le tabac, comme le cholestérol. Et ces petits facteurs vont s'ajouter entre elles et ils vont faire favoriser le vieillissement des artères, vont favoriser les complications au niveau des artères, le dépôt de graisse au niveau des artères, l'explosion de ces artères, ces artères vont se boucher et par conséquent les organes vont souffrir, le cœur, cerveau et reins. Et donc, il faudrait absolument que tout un chacun de nous, à partir de 30 ans, connaisse sa pression artérielle, connaisse sa glycémie, son cholestérol, son tour de taille et... On a l'impression que c'est des mesures, honnêtement, on a l'impression que c'est des mesures pour le 3e âge. Ce sont des mesures, vous avez aujourd'hui le processus
d'athérosclérose, c'est-à-dire de dépôt de graisse sur nos artères, commence très tôt, dès l'enfance. C'est-à-dire que si à cause de l'hygiène de vie. À cause de l'hygiène. Si vous prenez des enfants obèses, par exemple, ce sont de futurs hypertendus. Et les artères des enfants obèses ne sont pas les mêmes que les artères des enfants normaux. Et ce processus va continuer dans la vie, il va continuer en même temps qu'il y a un certain nombre de facteurs qui vont s'ajouter. On prend de l'âge, on prend du ventre, on fume, on a une mauvaise hygiène de vie. Et tout ça va nous amener, parce qu'on va vivre avec l'athérosclérose, c'est-à-dire l'athérosclérose, c'est le dépôt de graisse sur nos artères, et on va mourir de thrombose. Le thrombose, c'est malheureusement les caillots qui vont se former sur nos artères. Donc, tout cela doit nous amener, bien sûr, à des efforts de dépistage, à des efforts d'hygiène et à des efforts, bien sûr, de traitement et d'amener cette pression artérielle qui est un vrai tueur silencieux qui va tuer nos vaisseaux si on ne fait rien. Alors, hygiène alimentaire, la chasse du sel, docteur Karim Louali, justement, l'hypertension serait directement liée à la consommation de sel. Oui, parce que si on réduit la consommation de sel, on arrive à gagner quelques millimètres de mercure qui peuvent être vitaux pour le pronostic plus tard. Donc ça, c'est la première chose. Bon, on parle de 2300 mg de besoins quotidiens en sel. Et puis, plus on avance dans l'âge, plus on réduit notre consommation de sel. Généralement, à partir de 40 ans, on baisse à 1700. À partir de 50 ans, on baisse à 1300. Et à 70 ans, on doit être à 1200. Donc, j'ai parlé tout à l'heure d'un ratio sodium-potassium. Le sel, c'est le sodium. C'est de 1/5. Alors, où est-ce qu'on trouve le potassium? Oui, où est-ce qu'on trouve le potassium? Honnêtement, j'ai un petit peu de mal à vous suivre par rapport à cette histoire de sodium-potassium. Pour simplifier, le bon sel, on le trouve où? Il n'y a pas de bon sel et de mauvais sel. Le sel, c'est du sodium. Très bien. Et puis, généralement, mais le corps a besoin de sodium, quand même. Oui, et bien entendu. Le sel tueur et le sel cru. C'est-à-dire, il faut éviter certains mauvais réflexes, comme ajouter du sel à table. Ça, c'est le premier réflexe à faire. L'hypertendu, on ne va pas lui enlever le sel dans l'alimentation qui est cuite. On va plutôt lui enlever le sel du pain. Ok, mais par exemple, une personne qui fait de l'hypertension artérielle, souvent, on entend qu'elle mange sans sel. C'est très mauvais. Zéro sel. Non, c'est très mauvais. Les indications... D'abord, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire quand on prépare son plat, on a le droit, au niveau de la cuisson, de mettre du sel? Un peu de sel. Un peu de sel dans la cuisson. Il faut mariner avant de cuisiner. Non, il faut mariner avant de cuisiner. Le régime sans sel strict, il y a des indications thérapeutiques qui sont connues. Quand on a une insuffisance cardiaque, quand on a des problèmes d'insuffisance rénale, c'est-à-dire c'est les cas extrêmes. Mais un régime sans sel strict, le sodium est essentiel pour le bon fonctionnement. Donc une personne qui fait de l'hypertension artérielle a le droit de manger du sel? Bien entendu. Il faut éviter les aliments qui sont trop salés. Là, je suis en train de parler de charcuterie, je suis en train de parler de viande séchée, je suis en train de parler de conserve, et je suis surtout en train de parler d'aliments préparés, de fast-food. Oui. Il y a énormément de sel dessus. Le pain, aujourd'hui, est très salé et très sucré. Donc, les gens qui ont l'hypertension artérielle, les directives sont très simples. Pain sans sel, pas de sel ajouté à table. On se limite à ces deux. Est-ce qu'il y a du sel caché? Bien entendu. Bien entendu, dans les conserves, par exemple, dans les pizzas, par exemple, dans la charcuterie, c'est très, très salé. La charcuterie, maintenant, on la lie au cancer et on la lie à l'hypertension artérielle. Et donc... Mais par exemple, pour le sucre, on dit qu'il y a du sucre caché même dans les plats salés. Est-ce qu'il y a du sel caché même dans les plats sucrés? On n'appelle pas le sel caché, on l'appelle le sel malin. D'accord. On l'appelle le sel malin, contrairement au sel malin. Oui, il y a du sel salé. Moi, je parle surtout des fast-foods. Donc, tout ce qu'on voit maintenant dans les étalages préparés, les pizzas préparées, les plats préparés, la charcuterie, les conserves, tout ça, on ne se rend pas compte que c'est salé quand on le consomme. Donc, en fait, il suffit de faire du sport, si j'ai bien compris, de manger sain, et le tour est joué, professeur Benis? Alors, vous avez très bien résumé les choses. Le sport permet de maintenir nos artères jeunes, de protéger notre cœur, augmente notre vie à peu près de 8 ans à peu près, mais bien sûr, le sport avec modération. On va revenir sur ça en deuxième partie d'émission. On arrive un petit peu vers la fin de la première partie. Le fait de faire du sport, de ne pas fumer, d'avoir le même poids à 20 ans, 40 ans, à 60 ans, de consommer sain, salade, légumes et fruits, cette protection, ces moyens de protection vont nous protéger contre les maladies cardiovasculaires et contre les cancers. Aujourd'hui, on peut estimer que 7 cancers peuvent être évités en ne fumant pas, en faisant de l'exercice physique. Mais pour rester sur l'hypertension artérielle, si j'ai bien compris, donc sport, alimentation saine et l'hérédité dans tout ça. Et l'hérédité. Alors, aujourd'hui,
comme j'ai dit au départ, nous ne sommes pas égaux. Il y a un certain nombre de personnes, même en ne fumant pas, même en n'étant pas en surpoids, même en n'étant pas obèses, vont développer de l'hypertension artérielle. Parce que soit ils ont de l'hérédité, soit ils ont une cause secondaire dans l'organisme, des reins qui ne fonctionnent pas, ou des artères qui ne fonctionnent pas, ou du surrénal qui ne fonctionne pas. Mais c'est pour ça qu'il faudrait absolument dépister cette hypertension artérielle. Tôt, à partir de 30 ans, il faut prendre l'attention de façon systématique. À partir de 40 ans, 2 fois par an. Et bien sûr, en même titre que les autres mesures qu'on a citées tout à l'heure, la glycémie, le cholestérol, les triglycérides et le tour de taille. Et c'est comme ça qu'on va dépister. Alors, le fait d'avoir un parent qui a une hypertension artérielle ou qui a une maladie cardiovasculaire, un père ou une mère jeune, ou qui a une fratrie qui a une maladie cardiovasculaire jeune, nous expose à avoir plus de risques. Donc, dans ce cas-là, pour ces personnes qui répondent à ça, il y a 2 choses importantes. D'une part, dépister précocement, et deuxièmement, ils sont plus à risque, donc ils doivent faire plus attention que les autres, et ils doivent avoir un meilleur mode et une meilleure hygiène de vie. Quand vous dites dépister précocement, c'est-à-dire à partir de 30 ans? De 30 ans. Parce Parfait. que vous savez que les études au Maroc qui ont été faites sur l'hypertension artérielle... On revient sur ces études. Dans un petit moment, on marque une courte pause et on revient pour la deuxième partie. Allez, on reprend pour cette deuxième partie d'On se dit tout, spécial hypertension artérielle. La sensibilisation est très très importante. Avec moi en plateau, le professeur Ahmed Bennis, professeur de cardiologie, docteur Jamal Sofiq, biochimiste, nutritionniste et coach sportif, et docteur Karim Louali, médecin nutritionniste. Alors la sensibilisation ainsi que la prise en charge passe par différents volets, la prise en charge médicamenteuse et la prise en charge non médicamenteuse, nutrition et sport. Alors messieurs, merci beaucoup pour votre présence avec nous. On continue. Professeur Bennis, vous nous parliez justement d'études réalisées au Maroc sur la prévalence de l'hypertension artérielle. Alors la dernière étude, c'est en 2000. Cette étude qui a été faite sur une population marocaine représentative de la population marocaine montre qu'à peu près 30% de la population marocaine est hypertendue, à partir des 30%. Le tiers, alors c'est aussi une maladie de l'homme. Et qui ne le sait toujours pas? Toujours. C'était un dépistage systématique. D'accord. Et l'hypertension touche aussi bien les hommes que les femmes. J'ouvre la parenthèse pour dire que classiquement, on pense que les femmes sont plus protégées des maladies cardiovasculaires, mais c'est faux. Aujourd'hui, les maladies cardiovasculaires et l'hypertension touchent aussi bien les hommes que les femmes, et que les femmes sont sujettes à des complications parfois cardiovasculaires encore plus graves, malheureusement. Alors ça me pousse à vous poser la question suivante. Une femme qui a fait de l'hypertension pendant la grossesse, de la toxémie gravidique, est-ce qu'elle est susceptible de développer une hypertension artérielle par la suite? C'est une excellente question. Alors l'hypertension au cours de la grossesse a un mécanisme un peu différent de l'hypertension. Absolument. Absolument. Alors le mécanisme est un problème de plantation du placenta, c'est-à-dire d'implantation du placenta, et il y a des problèmes, il y a plusieurs facteurs qui peuvent entraîner. Mais cette femme, est-ce qu'elle est à risque pour faire de l'hypertension plus tard? Bien sûr. Hors grossesse. Hors grossesse. Oui. Alors, elle a d'abord des risques au cours de la grossesse de développer de l'éclampsie, et par conséquent, il faut bien la suivre. Absolument. Comme du lait sur le feu. C'est vraiment, il faut la suivre avec des contrôles réguliers. Il faut prendre le moment de déclencher, pas trop tard parfois, parce que pour sauver cette femme, parce qu'elle peut faire de l'insuffisance rénale, elle peut faire de l'éclampsie, elle peut convulser, elle peut mourir, Bon, je ne fais pas peur, mais il faut un suivi médical bien précis. Et bien sûr, les études médicales ont montré que les femmes qui ont une toxémie gravidique feront plus d'hypertension par la suite, vont avoir plus de problèmes au niveau des reins, et des années après, vont faire plus d'accidents cardiovasculaires. Donc ça veut dire que cette femme, pour pas faire peur à nos téléspectatrices, cette femme qui a fait de l'hypertension pendant la grossesse doit se faire suivre, se faire dépister. Elle doit se dépister et doit être bien suivie au cours de la grossesse, et des années après la grossesse. Elle doit faire plus attention que les autres personnes. Si elle est hypertendue, elle doit prendre son traitement. Oui. Si elle a du diabète, elle doit bien suivre son diabète. Si elle fume, elle doit arrêter de fumer. Et donc c'est une patiente qui doit continuellement être suivie, parce qu'elle va faire plus d'accidents qu'une femme qui n'en a pas fait. Très bien. Et la toxémie gravidique
il y a plusieurs facteurs qui l'entraînent. Absolument. Parmi les facteurs, il y a des facteurs héréditaires, il y a d'autres facteurs. Mais en tous les cas, il faut faire du diabète, le tabac, le cholestérol. Ces facteurs peuvent prédisposer à la toxémie gravidique. On Mais la aura toxémie l'occasion de gravidique- revenir sur le suivi grossesse des Voilà. femmes enceintes dans cette émission. C'est un sujet qui est programmé, Inch'Allah, à venir. Alors, une fois que l'hypertension est déclarée, elle est là. La personne est hypertendue. On va revenir dans un petit moment à la prise en charge médicamenteuse, mais au niveau de l'hygiène de vie, docteur Wali, est-ce que la prise en charge diffère que l'on soit hypertendu jeune ou moins jeune? Non, elle ne diffère pas. Les règles hygiéno-diététiques sont les mêmes pour tout le monde, même quand on n'est pas malade. Parce que plus on les adopte, Absolument. mieux mais on si vous le protège. permettez, sensibilisation, prévention, on en parle dans un petit moment, mais une fois que la maladie est là, comment se fait la prise en charge de par votre spécialité? Oui, bien entendu. Le premier accusé, c'est le sel. Oui. Donc, on enlève du pain, on réduit les produits salés qui contiennent du sel malin. Et puis, on enlève le sel à table. La salière à table, on enlève. Puis attention à certains produits, comme le soja qui est très salé. Hein, on oublie que c'est du sel, parfois qu'il y a beaucoup de sel dedans. Donc, après le sel, eh ben, c'est l'alimentation saine, c'est l'alimentation méditerranéenne qui est préconisée. Bien entendu, aux États-Unis, hein, ils l'ont appelé DASH, hein, une approche diététique pour stopper l'hypertension artérielle. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut consommer les poissons gras 2 à 3 fois par semaine. C'est riche en oméga 3. Il faut consommer les fruits et légumes. Ça contient des antioxydants, des fibres qui aident à rajeunir nos artères. Il faut consommer tout ce qui est graines et complet. Et puis, il faut éviter tout ce qui est gras, tout ce qui est frit, tout ce qui est cholestérol. D'accord. En gros, Mais lorsque, par exemple, l'hypertension artérielle accompagne une autre pathologie, notamment le diabète, on a souvent l'impression que ça va de pair, hypertension artérielle et diabète. toutes les maladies métaboliques vont de pair. Hein. Quand le syndrome métabolique se déclenche, eh ben, c'est toute la cascade qui suit. Eh ben, on va adapter, c'est-à-dire qu'on va ajouter les règles du diabétique aussi. On va réduire les sucres rapides aussi. On va adapter, c'est du cas par cas. Les fruits pour le diabétique? Non, entre parenthèses les fruits ne sont pas indiqués pour le diabétique, ne sont pas Pas contre-indiqués contre-indiqués. chez le diabétique. Les fruits, c'est du sucre naturel, ça contient des fibres, il faut les croquer, il faut les prendre au bon moment et il faut modérer. Et donc, pour dire que la modération dans la nutrition est la clé de la réussite. Alors, On n'est pour pas le là pour nutritionniste- interdire tout, on est là pour équilibrer. Pour le nutritionniste, ça veut dire quoi le bon moment? Le bon moment? Alors, bien entendu, pour les gens qui ne sont pas diabétiques, c'est 1 heure avant ou 3 heures après. D'accord. Le repas. Oui, je parle du repas. Du repas. Un fruit, c'est une bonne collation. Moi, je préfère plutôt le croquer que le mettre en jus, parce que quand on le met en jus, on détruit les fibres, et puis l'indice glycémique, il augmente. Moi, je préfère naturel croqué. 1 heure avant ou 3 heures après, sauf pour le cas du diabétique. Hein, C'est-à-dire? Parce que le diabétique, il vaut mieux prendre le sucre avec le repas pour réduire l'absorption du sucre, c'est-à-dire D'accord. avec le bol alimentaire. Ça reste la seule exception, mais généralement, pourquoi on aime éloigner le fruit du repas? C'est parce que l'acidité du fruit, elle va coaguler les protéines d'un côté, et va donner une maldigestion parce qu'un fruit, ça se digère rapidement. Avec un bol alimentaire, il y aura une lenteur de digestion. Donc, et puis, on profitera mieux des bienfaits des fruits dedans. Alors, docteur Wali, on reviendra dans un petit moment, si vous le permettez, sur l'ail, sur le chocolat. Certains aliments baisseraient la tension artérielle. On va voir avec vous si c'est vrai ou si c'est uniquement des mythes. Docteur Jamal Sofer, le sport pour une personne hypertendue, est-ce que vous le conseillez? Et quel sport surtout? Très bien. Une Alors, fois que la maladie est là, la personne La va personne chez le déclarée. médecin, elle prend un traitement médicamenteux, mais vous, qu'est-ce que vous proposez à la personne hypertendue? En fait, le sport est toujours utile. L'activité, le plus important, c'est quoi? C'est au niveau de l'intensité de travail. Aujourd'hui, on parle de travail d'endurance pour l'hypertendu, mais ce n'est pas toujours vrai. Vous savez, parce que quand on parle d'endurance, on l'allie directement le travail aérobique. Or, ce n'est pas toujours vrai. On peut travailler en anaérobiose, genre musculation, genre renforcement musculaire. Pour Et une personne toujours- hypertendue. Pour une personne hypertendue. Vous savez pourquoi? Parce que l'endurance existe dans le travail musculaire. Ce n'est pas uniquement dans le travail cardiovasculaire. Mais le plus important, comme je vous ai dit, c'est l'intensité. J'ai une fréquence cardiaque maximale. Si je me situe par rapport à ma fréquence cardiaque à hauteur de 70-75% de ma fréquence, de mon FC max, c'est bon. Et c'est exactement Ouais. pareil par rapport à la musculation. Parce que comme il y a la FC max comme indicateur, il y a ce qu'on FC, c'est la fréquence cardiaque maximale. D'accord. Et ça se calcule de manière facile. On mesure les 75% avec un matériel tout simple, une montre avec une ceinture, et puis par la suite, on peut Mais ça veut dire avoir qu'une cette- personne qui fait de l'hypertension artérielle, elle doit
forcément être bien accompagné, parce que qu'est-ce qui se passe? Quand une personne se fait diagnostiquer comme hypertendue, elle va voir un médecin, et corrigez-moi si je me trompe, professeur Bennis, elle va voir son médecin, il lui dit, écoutez, vous avez de l'hypertension artérielle, vous devez prendre tel traitement, vous devez faire attention à l'alimentation, pas de sel, et donc forcément, qu'est-ce qu'elle fait? Elle enlève complètement le sel, il faut faire du sport. Et donc la personne ne sait pas quel sport, à quel rythme, elle se dit, voilà. Est-ce que c'est comme ça que ça se passe? Honnêtement, professeur Bennis. Alors, en principe, est-ce que l'hypertendu doit faire du sport? Il est dans l'obligation de faire du sport. Parce que le sport, surtout en endurance, le sport modéré, est un traitement en fait de l'hypertension Mais artérielle. comment ça se passe? Alors, en vraiment, général, comment ça fonctionne? Une fois que... qu'on a un hypertendu en face. Voilà, que le verdict tombe. Alors, le verdict tombe, monsieur, vous êtes hypertendu. Il faudrait réduire votre consommation de sel, c'est-à-dire ne pas utiliser le sel de table. Attention Mais les au spécialistes sel. entrent dans les détails? Absolument, voilà. Donc, on donne des conseils d'éviter les sels un peu cachés. On encourage la personne à faire un peu d'exercice physique, de façon modérée, de la marche rapide, un peu de footing. On peut faire de la natation, du vélo. Tout ça, ce sont des sports extrêmement intéressants pour pouvoir... Pourquoi? Parce que le sport à langue va baisser la fréquence cardiaque, va baisser le tonus sympathique, va baisser la charge sur les vaisseaux, va améliorer la circulation dans les artères, va favoriser la sécrétion de produits qui font du bien aux artères, des produits du bien-être. Et donc tout cela va favoriser, bien sûr, un meilleur traitement et une meilleure adhésion au traitement. Bien sûr, les règles hygiéno-diététiques sont associées au traitement pour pouvoir équilibrer la tension artérielle. On revient sur le traitement dans un petit moment. Mais docteur Jamal Sofer, est-ce que les patients viennent vous voir un petit peu désarmés? Ils ne savent pas quel sport, selon l'âge aussi, qu'on soit un hypertendu jeune ou plus âgé, qu'on ait déjà fait du sport ou jamais fait de sport. Et donc, le patient sortant de chez le médecin, il lui dit, vous devez faire un peu de sport, mais pour lui, il ne sait pas ce que ça veut dire un peu de sport. On a remarqué ça, mais pas pour tous les médecins, honnêtement. Hein. Oui. Il y a ce petit vide qu'il faut combler quelque part. Que ce soit de la part chez le médecin ou chez le coach sportif lui-même, parce que finalement, le plus important, c'est quoi? C'est la santé de la population, c'est la santé de la personne qui est devant nous. Donc, impérativement, il faut créer ce corridor, ce lien entre les différents professionnels. D'où l'intérêt de vous avoir, d'avoir les différentes spécialités et je vous en félicite, croyez-moi, parce que je pense que c'est très important. D'ailleurs, il y a récemment le premier congrès national du coach sportif, où nous avons invité des médecins pour nous parler, où nous avons invité des nutritionnistes pour nous parler, pour créer justement ce genre de réseau. Je pense que ça, c'est important. Vous savez, quand on parle d'endurance, je voudrais revenir sur l'endurance parce que ça me tient à cœur. Vous savez, quand on est figé sur un système d'entraînement, il n'est pas forcément le bon. Imaginez maintenant que vous avez un hypertendu avec un problème au niveau de ses genoux. Comment il va faire de la marche? Comment il va faire pour courir? Comment il va faire pour faire du vélo? C'est à ce moment-là que cette formation doit être faite dans la mesure où dire aux différents professionnels que la musculation peut faire l'affaire, mais à condition de respecter, comme on a respecté la FC Max au niveau du travail cardiovasculaire, il faut respecter ce qu'on appelle la répétition unique, c'est-à-dire la charge avec laquelle on peut faire une seule répétition. Et à travers cette charge, on travaille à hauteur de 50% de cette charge. C'est exactement pareil par rapport à la FC Max. Comme ça, on est sûr. On a parlé d'obésité comme facteur de risque. La musculation, elle peut atteindre l'obésité. On a l'impression que c'est uniquement tout ce qui est purement cardiovasculaire. Et justement, c'est ça. En fait, c'est un paradigme qui est collé quelque part ici. Il va falloir le changer. Et c'est notre métier, c'est notre but. Plus le cœur bat, plus on transpire et plus exact. Mais le cœur, c'est pas vrai. Ça c'est vrai. Mais quand je dis à une intensité cardiovasculaire, quand je parle de 75% de la FC Max, ça veut dire qu'il y a une intensité de travail qui doit respecter ces 75%. Et c'est exactement pareil par rapport à la musculation. Vous savez, je vais vous dire une chose très importante. Aujourd'hui, si on a un fréquence-mètre, on fait des élévations de genoux et on fait des pompes. Vous allez croire qu'en en faisant des pompes, on va élever le taux, notre fréquence cardiaque beaucoup plus. Or, c'est pas vrai. Ça me rassure. Non, vous pouvez être sûr. Vous savez, c'est quoi le secret? C'est la respiration. D'accord. C'est ça. Donc, quand vous avez un staff qui est bien formé, quand vous avez un coach qui a l'œil, qui a la formation, qui a l'information, et la formation et l'information. Et honnêtement, ce grand cœur empathique.
qui est dans l'empathie. Et c'est à partir de là qu'on va suivre, même en cours collectif, même dans un plateau de salle de sport, même dans un cabinet de coaching sportif. Il faut avoir je dirais, ces qualités d'homme, de personne, d'humain dans un premier temps et de compétences techniques par la suite. Alors vraiment un message, on va dire, le plus général et le plus global possible. Une personne qui fait de l'hypertension artérielle, quel que soit son âge, vous lui conseilleriez quelle activité physique? Est-ce qu'on parle de la marche? Est-ce que vous êtes pour la marche? Oui, la marche pour tous. Bien sûr. Vous savez, pour pérenner, ou je dirais pour rester le plus longtemps dans une discipline sportive, vous savez ce qu'il faut? C'est le plaisir. Sinon, si je vous prescris un sport que vous n'aimez pas, imaginez que vous n'aimez pas la marche, qu'est-ce que vous allez faire? Comment? Il n'y a pas d'injection, hein, n'est-ce pas, pour aimer? Non. Et donc, la marche, c'est excellent. La natation, c'est excellent. Mais la marche à quel rythme? Parce que la marche, on va dire, c'est gratuit. Tout le monde peut le faire. La marche qui va vous permettre de ne pas aller au-delà de 75% de votre FCMax. Et c'est là le bilan. Exact. Je vous donne un exemple très simple. C'est quand vous marchez avec quelqu'un, quand vous courez avec quelqu'un, vous pouvez lui parler tranquillement. Mais on dit qu'il faut marcher sans papoter. Ça, c'est juste un indicateur. Ça, c'est un indicateur. Mais sinon, calculer 75% de la FC Max, c'est très simple. D'ailleurs, il y a des formations pour les coachs sportifs pour apprendre à calculer ça. Mais nous, on ne peut pas. Il faut faire appel au coach. Dans un premier temps. Mais par la suite, c'est exactement pareil. Vous savez, c'est exactement comme le tensiomètre. C'est le médecin dans un premier temps, mais puis par la suite, vous pouvez prendre votre tension chez vous. Absolument. Docteur Wally. Vous savez, il y a des choses toutes simples dans la vie qui restent intéressantes au niveau du sport. Les études, ils ont démontré que faire juste 11 à 20 minutes, petite activité par jour, baisse le risque, l'incidence d'hypertension de 12%. Et si pour la prévention. Et si on dépasse les 20%, les 20 minutes, on monte jusqu'à 30% de prévention. Ouais. Donc c'est-à-dire que parfois, dans la vie, c'est très simple. Il suffit de déposer sa voiture loin de son travail et faire 10 minutes de marche. Il suffit d'avoir des réflexes comme monter à pied au lieu de prendre l'ascenseur. Ça, c'est des réflexes qui sont tout simples, qu'on peut ajouter quotidiennement à cette prise en charge et qui ont un impact sur la santé qui est terrible. Le traitement médicamenteux, est-ce qu'il est à vie, professeur Bénis? Alors, une fois l'hypertension est déclarée, Absolument. nous avons deux volets du traitement. Nous avons d'une part les règles hygiéno-diététiques, le changement de mode de vie dont on a parlé, arrêter de fumer, manger moins salé, bouger, marcher, réduire son poids, éviter les anti-inflammatoires, tout ça. Et puis deuxièmement, il y a un volet de traitement. Alors, le volet de traitement, Ils sont complémentaires, bien sûr. Ils sont complémentaires, bien sûr. Alors, le volet de traitement, nous avons aujourd'hui la possibilité de traiter les gens. Parce qu'il y a plusieurs thérapeutiques, il y a plusieurs classes thérapeutiques, il y a les diurétiques, les inhibiteurs calciques, les inhibiteurs d'enzymes de conversion, les bêta-bloquants, on a plusieurs classes thérapeutiques. Et le médecin va personnaliser le traitement. À chaque profil, il va donner un certain nombre de traitements. On commence toujours par une monothérapie, un traitement, et puis on va monter progressivement. Chaque palier, on va attendre 3-4 semaines pour pouvoir passer d'un palier à un autre. Alors l'objectif du traitement est de baisser la pression moins 140, 90, moins 14, moins 9. Chez les diabétiques, on va essayer d'avoir du 13,8 à peu près. Alors, bien sûr, ça va prendre du temps. La tension ne va pas baisser le lendemain de la prise du premier comprimé. Il faut combien de temps entre l'association traitement et mesures hygiéno-diététiques? Alors, il faut bien sûr donner 2 à 3 mois tout de même. Voilà, tout de même pour pouvoir stabiliser la tension artérielle. Parce que beaucoup de personnes se plaignent justement de ne pas voir leur tension artérielle baisser malgré la prise de médicaments et malgré le régime, comme on l'appelle de façon classique. Alors, pour qu'un traitement puisse agir, il faut lui donner du temps. Le temps d'action, en généralement, d'un médicament, de 3 à 4 semaines pour qu'il puisse stabiliser la tension. Donc, si un comprimé ne suffit pas, on passe à 2 comprimés au bout d'un mois. Et puis, si le traitement ne suffit pas, au bout de 2 mois, on passe à un 3e médicament. Est-ce qu'il y a des effets secondaires à ce traitement? Chaque médicament a des effets secondaires. Par exemple, il y a certains médicaments qui donnent de la toux. Il y a certains médicaments qui peuvent donner des œdèmes au niveau des membres inférieurs. Il y a des médicaments qui donnent des flashs, des rougeurs au niveau du visage. Il y a d'autres médicaments qui donnent de la fatigue, de l'asthénie. Mais chaque médicament, mais il faut savoir que les médicaments ont plus d'avantages que de risques. Parce qu'une hypertension non traitée, ça expose à des risques, accident vasculaire cérébral,
infarctus du myocarde, insuffisance cardiaque, insuffisance rénale. Donc on éduque les patients sur l'efficacité du traitement et bien sûr sur la sécurité. Et bien sûr, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche l'efficience. C'est-à-dire aujourd'hui, on a la possibilité de traiter les gens avec un maximum d'efficacité et un minimum d'effets secondaires. Et bien sûr, quand il y a des effets secondaires, aujourd'hui, on a la possibilité de changer d'un médicament à un autre. Alors, ce que j'invite les gens qui nous écoutent, c'est d'être à l'écoute de leur corps. S'il y a un effet secondaire, il faudrait en parler au médecin. Il faut suivre les règles données par le médecin. Et puis parfois, qu'est-ce qu'on remarque? Les gens ont leur tension qui se normalise et puis ils arrêtent le traitement. C'est un traitement à vie, c'est un traitement au long cours. Donc il faudrait absolument intégrer que c'est un traitement qui vise à protéger le cœur, cerveau et rein. Vous savez que quand on traite une hypertension, on réduit le risque d'accident vasculaire cérébral de 50%. On réduit le risque d'accident cardiaque de 30 à 40%. Aujourd'hui, quand on a une hypertension... Donc ce pas des risques réduits à 100%. Il n'y a pas de risque à 100%, mais ça les réduit de façon extrêmement importante. Le stress dans tout ça. Alors le stress... Alors on dit que le stress est un facteur de risque. Est-ce que c'est un facteur de risque avéré? Oui. Alors, je donne rapidement mon avis et puis on écoutera. Après, on alors, le stress augmente le risque d'accident cardiaque, augmente le risque de poussée tensionnelle et aujourd'hui même on décrit des maladies cardiaques en rapport avec un gros stress ou un gros chagrin. Donc aujourd'hui, ce qu'on recommande aux gens, c'est d'être apaisé, de lutter contre le stress et de bien prendre le temps pour bien vivre. Ça améliore la vie. Docteur Karim Ouali, l'alimentation, est-ce qu'elle peut aider... J'aimerais qu'on parle un peu du stress. Du stress, mais justement, est-ce qu'il y a une alimentation, par exemple, on dit que le chocolat noir est un aliment anti-stress. Est-ce que c'est vrai? Oui, mais il faut le trouver. Vous n'avez pas l'air très convaincu. Non, il faut le trouver. Vous savez, tout ce qui est vendu maintenant sur le marché, ce sont des friandises chocolatées. Même le 80%? Oui, alors là, je vais raconter une anecdote qui va tout résumer. J'ai eu une patiente qui était très contente, qui était en Suisse, et qui me ramène comme cadeau du chocolat noir à 80%. Elle était toute contente. Je lui ai donné une leçon, parce qu'il y a eu un art de lire les étiquettes. Ben oui, il faut le dire. Oui. Alors, on renverse le paquet, on lit l'étiquette, c'est 20% de chocolat noir à 80%. D'accord. Et généralement, tout ce qui est vendu... Ça veut dire quoi? Que les autres 80%, c'était quoi? C'est du beurre oxygéné, c'est du sucre. Tu l'as quand même remercié. Oui, je l'ai remercié quand même. Elle est gentille, cette... Donc c'est important parce qu'il faut montrer aux gens que maintenant, tout ce qui se vend, c'est des friandises chocolatées. C'est plus du beurre oxygéné, c'est plus du sucre. Et c'est 5-10% de... Effectivement, le vrai cacao, le vrai chocolat noir amer est très riche en antioxydants et protecteurs. C'est un effet antioxydant qui est intéressant pour la circulation des artères. Oui, mais on ne le trouve pas visiblement. On ne le trouve pas. Par contre, vous avez parlé tout à l'heure d'ail. Oui, l'ail est un vrai produit, c'est un vrai aliment qui est hypocholestérémiant. Il faut le consommer à quel moment? En fin de journée? Pour les personnes qui ont de l'hypertension artérielle? Il ne faut surtout pas le mettre dans l'oreille, parce qu'on reçoit pas mal de patients qui le mettent dans l'oreille et qui croient qu'il va baisser la tension. En fait, la molécule qui baisserait la tension dans l'ail, c'est la lysine. Et c'est ce qui donne ce goût piquant à l'ail. Donc à quel moment il faut le consommer? Il n'y a pas à quel moment, il faut le mettre dans l'alimentation, il faut assaisonner avec. Ceci dit, c'est un effet très modeste. Très modeste. Extrêmement modeste, c'est-à-dire qu'on ne peut pas considérer l'ail comme un médicament contre la tension artérielle. Ce n'est absolument, il n'y a aucune étude qui a été faite là-dessus. Les molécules sont connues et donc c'est un effet très minime, extrêmement minime et qui n'a aucun impact sur le traitement de l'hypertension artérielle. Faut l'ajouter à l'hygiène alimentaire, Voilà. un petit plus, un petit coup de poudre, mais ça ne remplace en aucun cas un petit plus naturel. Un traitement bien établi. Pour faire de la prévention, docteur Jamal Sofer, l'activité physique, à quel rythme, à partir de quel âge, en mode prévention bien sûr? Alors, en mode prévention, à partir de l'activité physique, on peut la commencer à partir de 7 ans. Donc, il n'y a pas de souci. Le mode, ou plutôt la fréquence, si on y va, si on commence par 2 séances par semaine, c'est excellent. On arrive à 3 à 5 séances par semaine, c'est encore mieux. Les systèmes d'entraînement, si on arrive... Combien de durée? 45 minutes, 1 heure, c'est largement suffisant. Et puis, ça reste en fonction des gens. Il y a des gens de la performance, il y a des athlètes de la performance, il y a les gens comme nous. Exact, donc qui veulent juste la forme ou rester. Et puis, par la suite, moi, ce que je conseille
personnellement, Oui. Il faut impérativement aller vers les deux systèmes d'entraînement, et le cardiovasculaire et le renforcement musculaire. Vous savez pourquoi? Parce qu'à partir d'un certain âge, je pense 60-65 ans, il y a cette fente musculaire. Oui. Et la fente musculaire, on perd de la masse musculaire. On commence à perdre un peu de la masse musculaire. Alors qu'est-ce qu'on fait? On commence à faire du sport, peut-être on va aller courir, mais la course ne construit pas notre système musculaire comme le renforcement musculaire. Et là encore, je répète, je reviens sur le renforcement musculaire avec cette intensité de travail. Donc finalement, si on va sur deux séances renforcement musculaire et trois séances cardiovasculaires, mais ça, c'est largement suffisant. C'est vraiment du haut niveau. Parce que c'est 5 séances par semaine, il faut avoir le temps de le faire. Exact. Alors, c'est pas évident avec notre quotidien. Exact. Vous avez parfaitement raison. Mais quand vous avez posé la question, comment on peut progresser? À 2 séances par semaine, c'est largement suffisant. Voilà. Est-ce qu'on fait de la prévention à 2 séances par semaine? On fait de la prévention à 2 séances par semaine. Et on fait de la prévention en s'attaquant pratiquement à la plupart des facteurs de risque, à l'obésité, la sédentarité, le diabète, notamment le diabète type 2, à l'alcool et au tabagisme. Donc 2 séances par semaine. Si on fait une séance cardio et une séance renforcement, c'est bon? C'est largement suffisant. C'est bon? Docteur 10 Ouali, minutes, on fait de la prévention. Il faut juste bouger. Pour vous, à 10 minutes. Mais c'est le coach mieux sportif que rien. dit 40. En fait, c'est mieux que rien. C'est-à-dire, quand on n'a pas le temps, quand on ne peut pas, il va être 10 minutes, c'est largement suffisant. Je marche avant d'aller chercher ma voiture, je prends les escaliers. C'est mieux que rien. Puis, bien entendu, c'est mieux de... La prévention pour vous, ça passe par l'alimentation, bien sûr? Non, pas du tout. Pas ça forcément. passe par tous les facteurs de risque cardiovasculaire. C'est arrêter le tabac, c'est manger sainement, c'est faire du sport, c'est lutter contre le stress. C'est tous ces facteurs de risque cardiovasculaire, tous ensemble, qui font qu'on fait de la prévention. Professeur Bennis? La sédentarité est plus dangereuse parfois que le tabac. La sédentarité aujourd'hui est une vraie maladie. Donc c'est un message pour les personnes qui nous regardent, c'est qu'il faudrait absolument ne pas être sédentaire. La sédentarité, le tabac, le surpoids, tous ce sont des facteurs importants. Il est clair que quand on fait de l'activité physique, quand on fait du sport, c'est un moyen de prévention contre l'hypertension, contre le diabète, contre les maladies cardiovasculaires. Et les meilleurs sports, ça a été dit, c'est surtout les sports d'endurance qui vont à longue améliorer le travail du cœur, du cerveau et du rein. Et plus tôt on commence dans la vie à avoir une bonne hygiène de vie, à faire de l'activité physique, plus les maladies cardiovasculaires seront retardées. Parce qu'on assiste, comme on l'a dit, à une vraie épidémie de maladies cardiovasculaires. Donc aujourd'hui, par rapport aux messages qui sont extrêmement importants, 1, ne pas fumer. 2, faire de l'exercice physique de façon régulière 2 à 3 fois par semaine. Il faut faire attention au poids. Il faut bien sûr manger sain, salade, légumes et fruits. Et bien sûr, à partir de 30 à 40 ans, aller surveiller la pression artérielle, la glycémie, le cholestérol. Surtout dans un contexte d'hérédité. Surtout dans un contexte d'hérédité, surtout lorsqu'on cumule les facteurs de risque cardiovasculaire. Parce qu'aujourd'hui, on assiste à une vraie épidémie de maladies cardiovasculaires. La mortalité est importante. Imaginez qu'il y a des gens de plus en plus jeunes qui vont aller faire des accidents vasculaires cérébraux, des infarctus, de l'insuffisance cardiaque, de l'insuffisance rénale. Tout ça peut être prévenu par une bonne hygiène de vie et en traitant bien sûr l'hypertension artérielle, en contrôlant la tension artérielle et en ayant un mode de vie sain. Docteur Karim Ouali? En termes de prévention, il faut rappeler un chiffre qui est important, rien qu'en termes d'obésité. Vous savez que chaque 10 kilos perdus peut faire gagner jusqu'à 20 mm de mercure de tension artérielle. C'est un chiffre. Oui, ça fait 2. Voilà, ça fait 2. Rien que, c'est de 5 à 20. C'est-à-dire ça fait jusqu'à 2. C'est-à-dire que si on lutte contre l'obésité, tous les facteurs de risque, l'impact est énorme. Merci beaucoup, messieurs, pour votre mobilisation avec nous sur le plateau d'On se dit tout. Professeur Ahmed Bennis, cardiologue, professeur docteur Jamal Sofer, coach sportif, et docteur Karim Ouali, médecin nutritionniste. Merci et à très bientôt. Très bonne suite des programmes sur Médien TV. Merci à toute l'équipe, à la réalisation et un spécial merci pour Myriam Bali. Au revoir et à très bientôt.